Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche dans Rue de la République avec notre invité politique. Cette semaine, Jean-Marc Zulesi, le député Renaissance de la 8e circonscription. Bonjour Jean-Marc Zulesi. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis en compagnie de Léo Purguette, le président et le directeur éditorial de la Marseillaise. Bonjour Bonjour. Léo. Bonjour. Alors vous êtes également président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. On va parler évidemment de toute cette actualité, mais je voudrais qu'on commence évidemment par la visite du président de la République, une visite XXL pour une place qui nous est annoncée comme étant XXL. Alors vous êtes un partisan évidemment d'Emmanuel Macron. Comment vous avez jugé le fond et la forme de cette visite ? C'est une visite qui est bienvenue pour tout simplement rappeler l'intérêt du plan Marseille en grand, l'intérêt du président de la République à la deuxième ville de France. C'est important, je parle souvent moi du service après vote. C'est important de faire le service après vote du plan Marseille en grand et de montrer tout simplement que le président de la République va sur le terrain, fait le suivi de ce plan Marseille en grand et aux côtés des Marseillaises et des Marseillais. Alors il a eu un discours très volontariste et puis avec à l'appui des résultats, il est vrai, notamment une centaine d'arrestations. Néanmoins, il n'a pas abordé tout le volet redéploiement des services publics qui sont nécessaires dans ces quartiers populaires et qui étaient d'ailleurs à l'origine inscrits dans l'appel de Marseille qui a été lancé par des personnalités progressistes. Est-ce que ça manque ? Est-ce que ça va venir ? Je ne sais pas si ça va venir. En tout cas, on peut effectivement dire à quel point ces sujets-là sont importants, mais il était aussi essentiel qu'il y ait un déplacement, je dirais bien ciblé, et en particulier sur un sujet qui revient régulièrement dans les préoccupations des citoyens de notre territoire, mais en particulier des Marseillaises et des Marseillais, c'est le sujet de la sécurité. Et donc sur ce sujet-là, je pense que c'était très important que le président de la République puisse répondre et aille sur le terrain pour répondre aux questions des citoyens. Alors, beaucoup ont dit que c'était un plan de com, que ce service après-vote, comme vous le disiez, était finalement un peu cousu de fil blanc parce qu'il aime bien ça, finalement, se confronter, mais que pas grand-chose ne sort des discussions qu'il peut avoir avec la population. Un plan à presque 5 milliards d'euros, c'est pas une opération de communication. Et le fait d'assurer le suivi de ce plan constitue, il me semble, une belle responsabilité. Et donc, moi, je n'y vois pas du tout un plan de communication. Je vois surtout le président de la République qui est attentif à être sur le terrain et à suivre les actions qui ont été engagées dans le cadre de ce plan Marseille en grand. Est-ce que vous qui êtes député des Bouches-du-Rhône, vous n'avez pas la crainte qu'à pilonner les trafiquants à Marseille, ils essaiment dans le reste du département? On sait notamment que dans la ville-centre de votre circonscription, Salon de Provence, il y a eu ce type de problème. La réponse est non, parce que nous mettons aussi des moyens dans ces villes qui, effectivement, pourraient tout simplement avoir les conséquences. Qui sont de déjà ce touchés pilonnage. quelquefois, il faut le Et dire. qui sont déjà touchés, je pense Mmh. notamment à Salon de Provence, mais la réponse est non, parce que nous mettons aussi des moyens. 7 policiers supplémentaires sont arrivés à Salon de Provence. Nous avons mis aussi de nouveaux moyens, en particulier sur les véhicules. On a mieux équipé nos policiers, et grâce au travail réalisé par les policiers, mais aussi par la gendarmerie, parce que il y a la nécessité de bien travailler à la complémentarité à la fois de la police et de la gendarmerie, je trouve que nous faisons face justement à ces effets indirects de ce pilonnage au niveau de Marseille et des conséquences que ça pourrait avoir sur les territoires autour. Je sais que la question se pose en particulier aujourd'hui dans le Vaucluse, où là aussi, Absolument. il faut absolument accompagner les élus, accompagner les citoyens pour mettre des moyens et à notre tour de pilonner notamment sur le Vaucluse et pilonner ces zones de deal notamment. Et oui, ça s'exporte, on appelle ça la marseillisation, si je me trompe pas, c'est pas forcément très joli. C'est casse-gueule quand même, ce type d'annonce. Place nette XXL, on va vous demander des comptes et des résultats. Est-ce que Emmanuel Macron, politiquement, est en état de pouvoir supporter des échecs encore ? Moi, je ne pense pas qu'il va y avoir un échec, bien au contraire. Donc moi, je suis plutôt positif, plutôt optimiste quant à notre capacité de répondre, parce que l'ensemble des services de l'État sont engagés sur le service après-vote du plan Marseille en grand. On voit qu'il y a des résultats, notamment en termes d'interpellation, de pilonnage de ces points de deal. Donc moi, je ne peux pas imaginer une seule seconde que ce plan sera un échec. Léo Purgat, une question.
Face au président de la République, on a entendu aussi une grande détresse sociale avec des habitants qui parlaient emploi, qui parlaient logement, qui parlaient handicap. Euh, Est-ce que sur ce volet-là, vous pensez qu'il a répondu? Est-ce qu'il a tapé juste? En tout cas, les actions sont en cours, puisque sur le terrain, il y a parlé aussi de transport. Plan Marseille-en-Grand, On va y venir. il y a des actions. Sur le logement, Plan Marseille-en-Grand, il y a des actions. On a aussi voté à l'Assemblée nationale, dans une quasi-unanimité, il me semble, un plan de lutte contre les logements dégradés. Mhm. Et donc, notre responsabilité, c'est de continuer à agir. Moi, j'entends la détresse et j'entends les questions des citoyens qui demandent de la rapidité dans l'action. Et donc, notre responsabilité, c'est d'accélérer. D'accélérer en lien avec les services de l'État, en lien avec les services de la métropole, de la mairie, pour répondre aux inquiétudes de nos concitoyens. Oui, il y avait un habitant qui nous a interpellé sur Maritima pour dire c'est pas le ministre de l'Intérieur qu'il nous faut, c'est le ministre du Travail. France Travail est à côté et quelqu'un qui travaillait pour un institut de formation nous disait on ne nous envoie personne, nous, de ce quartier-là. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il faut arriver justement peut-être à corriger ces défauts. C'est le travail qui est mené notamment dans le cadre de France Travail et toute la dynamique qui est menée dans la réforme de France Travail pour justement bien lier le besoin des entreprises. Et on sait à quel point, je pense notamment sur Fos-sur-Mer, avec l'arrivée de Carbone, de H2V, des grandes 20 000 entreprises, emplois à la clé, je 20 pense. 000 emplois à la clé, eh bien, il faut faire le lien avec beaucoup plus d'efficacité entre le besoin des entreprises et la capacité sur ce territoire à trouver des compétences de très grande qualité, parce que je le dis, les citoyens veulent travailler, veulent contribuer à l'essor industriel, notamment de On va venir également notre sur cette territoire. partie industrielle. Léo Purgatin. Et ça nous amène très directement au transport, puisque la question de la desserte aussi, de ces quartiers populaires pose problème pour trouver de l'emploi. Un GIP s'est tenu et il semblerait que à la fois le maire de Marseille, la présidente de la métropole était dans un état d'esprit constructif. Est-ce que vous nous confirmez cela? Et puis, est-ce qu'on va enfin voir des choses qui sortent de terre? La réponse est oui. Je crois qu'il y a un certain nombre de projets qui sont très bien engagés. Et vous l'avez dit, le climat politique est bon. Il y a une volonté, et, du moins, Oui, il est meilleur voilà, que pardon, dans cette réunion. Il est meilleur. On a connu plus je le chaleureux dis. en tout oui, cas. mais il faut savoir, quand les choses se passent mieux, Quand il faut l'argent est là, savoir, il faut s'en servir. il faut savoir le dire. Et donc, il y a une volonté commune d'avancer, que les projets sortent. C'est le cas dans le cadre du plan Marseille-en-Grand, mais c'est le cas aussi, et ça c'est notre responsabilité, notamment sur le territoire, sur Fos, il faut absolument travailler sur les sujets de transport dans le cadre du texte de loi que j'ai porté sur les services express régionaux métropolitains, parce qu'il n'y aura pas d'industrie digne de ce nom, il n'y aura pas de service public digne de ce nom si on n'associe pas à côté une politique en matière de transport et de logement, une politique ambitieuse. Mais ça, on le sait depuis 40 ans, effectivement, que les infrastructures ne sont pas au niveau. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait vous croire que bientôt ça va changer? Le texte de loi que j'ai porté, ma proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains. Une sorte de RER métropolitain, c'est ça? Exactement, qui a été promulgué le 27 décembre 2023. Il y a la phase de labellisation qui est lancée. Notre territoire a une capacité de présenter des dossiers de quelle très grande forme, quel pertinence. coût, comment on arrive à faire ça, Jean-Marc Quel Génési? calendrier? Quel calendrier? C'est très simple. Il y a un travail qui est mené de concert métropole-région pour que d'ici quelques mois, il y ait cette labellisation, de manière à ce que nous puissions passer d'un transport à un autre, que nous puissions dynamiser l'ossature ferroviaire, mieux passer d'un train, d'un bus beaucoup plus facilement. Donc ça demande une coordination région-métropole, qu'on puisse dynamiser nos gares, en particulier en lien avec les logements. Grâce à mon texte de loi, on permet de fluidifier la création de ce qu'on appelle des quartiers de gare, pouvoir densifier autour des gares. Et ça, quand on voit le potentiel notamment de la gare de Istres, eh bien, il faut accompagner cette dynamique pour que cette gare de Istres puisse après desservir les zones industrielles de Fos. Il y a une question forte qui se pose dans le territoire sur les transports, c'est la question de la gratuité. Un groupe de travail a été lancé par la présidente Vassal. Quel est votre positionnement? Je vais vous décevoir, mais je ne suis pas pour la gratuité. Je ne suis pas pour la gratuité, d'abord parce qu'au bout du compte, il y a bien quelqu'un qui paye. Et lorsque on est en train de réfléchir à déplafonner le versement mobilité, désolé d'être un peu technique, mais le transport public repose sur une contribution des entreprises. Oui, Ça s'appelle le versement l'augmenter. mobilité. Moi, je suis pour l'augmenter, mais si on augmente le versement, on déplafonne le versement mobilité en lien avec
les entreprises, bien entendu. Et bien à côté, je pense qu'il faut continuer à participer, il faut contribuer financièrement au paiement du transport. Et donc, forcément, si vous dites aux chefs d'entreprise, on va déplafonner et en même temps le transport sera gratuit, au regard du retard que nous avons pris et des difficultés à financer un certain nombre de projets, on n'aura pas un plan Marseille en grand tous les jours. Eh bien, moi, je pense qu'il ne faut pas euh, tendre vers la gratuité. Quand même de la tarification sociale pour ceux qui n'ont pas les moyens, on continue ou on Non, gomme tout ça? Parce non, que non. on sent que du côté de Renaissance, on a besoin de rogner un peu sur tous les budgets en ce moment. La gratuité et la tarification sociale, c'est différent. Oui. La tarification sociale, aujourd'hui, elle est inscrite dans la loi, elle est aux mains de ceux qui ont la compétence mobilité. La région, la métropole Aix-Marseille-Provence. Et ça, il faut continuer à faire de la tarification sociale. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez un ticket de métro, un ticket de bus, un ticket de train, en moyenne, nos concitoyens, nous payons un tiers du coût réel. Donc ça, c'est important de le mettre sur la table. Et donc moi, vous l'avez compris, je suis pour la tarification sociale, mais pas pour la gratuité. On change peut-être de secteur à présent. On va vous demander de prendre votre casquette de président de la commission de développement durable et de l'aménagement à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ces questions-là sont au centre de tout, finalement. À la fois la décarbonation pour les industries, les économies d'énergie pour les ménages. Ça veut dire que vous êtes au centre de tout aujourd'hui. Est-ce qu'on réussit ce pari ou est-ce qu'au contraire, il est éclipsé par des questions d'inflation qui viennent plomber finalement les politiques publiques qu'on pourrait mener? Ma conviction, c'est qu'on est en train de réussir ce pari à travers notamment un résultat, c'est moins 4,8% de baisse de gaz à effet de serre qui ont été annoncés hier sur l'année 2023. On est dans les objectifs que nous nous sommes fixés pour atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050. Mais ma responsabilité, c'est de faire comprendre aux politiques publiques, au gouvernement, aux citoyens, qu'on nous devons accélérer. Accélérer pas pour faire plaisir à votre serviteur, mais bien parce que le sens de l'histoire, c'est de mettre la transition écologique au cœur de toutes les décisions. C'est notre capacité de pouvoir livrer une planète plus durable à nos enfants. C'est une capacité d'avoir une meilleure santé. C'est une capacité aussi de créer de l'économie de demain, de lier transition écologique et industrie. Et je pense que c'est le sens qui est donné notamment sur le golfe de Fos avec l'arrivée d'entreprises en lien avec la transition écologique. Alors, ce sont des intentions louables qui font consensus et néanmoins vous êtes très critiqué dans la mise en œuvre de cela. Je pense notamment au volet agricole où il a semblé plus facile au gouvernement de rogner les obligations sur les pesticides que de travailler la question de la rémunération. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous critiquent là-dessus? Je réponds d'abord qu'on n'a en aucun cas rogné sur la transition écologique de la ferme France. En aucun cas, puisque le plan phytosanitaire continue. Et la vérité, c'est que lorsqu'on discute avec les agriculteurs, le premier sujet qui arrive sur la table, c'est d'être mieux rémunéré. Oui. Deuxième point, qu'on puisse leur faciliter la vie. On a des agriculteurs aujourd'hui qui, sur 7 jours de travail par semaine, ils travaillent tous les jours, ils passent 1 jour et demi à remplir de la paperasse. Ça, il faut le changer. Et puis, troisième point, et ça, moi, je m'y oppose, je ne suis pas pour la réintroduction de molécules chimiques, notamment liées au phytosanitaire. Ouais. Et donc, moi, je suis plutôt pour qu'il y ait un gros travail au niveau européen, de sorte à ce qu'on puisse contraindre les autres pays, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, à avoir un niveau environnemental beaucoup plus important qui se rapproche de ce qu'on fait en France, plutôt que de rabaisser l'exigence française. Parce que je le dis, l'agriculture française, la ferme France, est exemplaire en matière de transition écologique. Et donc pour cela, on va avoir une loi d'orientation agricole qui va arriver à l'Assemblée nationale. Et moi, je déposerai sans doute un certain nombre d'amendements pour valoriser notamment ce qu'on appelle le captage carbone des prairies, valoriser le rôle de l'agriculture dans la biodiversité et montrer à quel point les agriculteurs ont envie de cette transition écologique. Il faut savoir simplement leur faciliter la vie et les accompagner dans cette démarche. Alors néanmoins, ce n'est pas vraiment ce qui se dessine à l'échelle européenne. On parle même de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui va quand même considérablement concurrencer de manière déloyale nos producteurs. Comment vous pouvez répondre à leurs inquiétudes? D'abord l'Ukraine, et moi je souhaite qu'elle rentre dans l'Europe, mais elle ne va pas rentrer dans l'Europe du jour au lendemain.
Et donc, oui, à ce que l'Ukraine rentre. Elle nous envoie déjà des poulets Oui, sans taxe. Mais c'est vrai, mais on est dans le cadre aussi d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il est important qu'on vienne soutenir l'Ukraine. En revanche, je suis convaincu qu'il faut, au moment où l'Ukraine va rentrer dans l'Europe, je le répète, je le souhaite, y mettre des conditions très strictes en matière de respect des normes environnementales. Et avant que l'Ukraine rentre dans l'Europe, je le dis, on a un gros travail à mener avec les autres pays, notamment l'Espagne et l'Italie. Alors, au-delà de l'Europe, il y a aussi des questions qui se posent en matière de libre-échange. Le Sénat a rejeté jeudi le traité avec le Canada, qu'on appelle le CETA. Ça va revenir à l'Assemblée nationale. Quelle sera votre position ? Moi, je veux qu'on m'assure que les normes environnementales sont respectées depuis l'application du CETA, parce que la vérité, c'est que le CETA s'applique au moment où on se parle. Ouais. Donc, il y a un gros C'est un problème démocratique, ça. Oui, sauf qu'il a été voté à l'Assemblée nationale. Il a été voté à l'Assemblée nationale Mais pas au Sénat. Il y a 2 ans et demi, si je ne m'abuse. Pas au Sénat. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse le bilan, tout simplement, des normes environnementales. Est-ce qu'on a fait rentrer du bœuf aux hormones tel que c'est annoncé un peu partout par nos oppositions? Et dans quelle mesure est-ce que nos agriculteurs ont pu aussi profiter de ce CETA pour exporter nos produits français? Donc ça, c'est un travail que je mènerai jusqu'à ce que le débat ait lieu à l'Assemblée nationale, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de date d'inscription de ce texte qui a été voté, vous l'avez dit, jeudi au Sénat. Vous avez beaucoup parlé d'Europe jusqu'à présent, Léo et Jean-Marc Zulesi. Je voudrais qu'on vienne justement sur les élections européennes du mois de juin prochain. On nous annonce, on nous fait croire peut-être, je ne sais pas, c'est à vous d'apprécier, vous allez nous le dire, à un duel entre le Rassemblement national et puis le parti présidentiel, avec un président Macron qui est accusé d'avoir d'avoir militarisé son discours pour justement polariser le débat sur la guerre avec l'Ukraine. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, depuis la circonscription de Salon-de-Provence et depuis l'Assemblée nationale également? Quand on s'engage dans une campagne, quelle que soit la campagne, qu'elle soit municipale, jusque européenne ou présidentielle, il ne faut négliger aucun candidat, aucune candidate. Et donc notre responsabilité, c'est d'écouter tous ceux qui sont sur le terrain, tous ceux qui nous sollicitent, tous ceux que l'on rencontre. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement? Est-ce qu'ils vous disent je vais voter Rassemblement National, puisque semble-t-il ils sont en tête dans les intentions de vote. Le premier sujet, et moi c'est la réalité de terrain, c'est que le débat européen intéresse peu. Et donc notre responsabilité, c'est avant tout de donner envie d'Europe et d'expliquer à quel point l'Europe a servi pendant la crise sanitaire. Au final, ça sera peut-être un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, non, quand même. Et justement, c'est notre responsabilité d'expliquer à quel point ce n'est ni une pré-campagne présidentielle, comme certains aimeraient le dire, ce n'est ni une campagne contre Emmanuel Macron, mais c'est bien l'avenir de l'Europe qui se joue. Et je le dis, une vision de l'Europe qui, il me semble, doit être une vision de l'Europe tournée vers la transition écologique, vers la décarbonation de notre industrie. Ça doit être une campagne liée, une Europe liée vers l'Europe des citoyens, l'Europe pour la démocratie. Et donc notre responsabilité, c'est bien d'expliquer les enjeux et de mobiliser pour que chacun puisse participer au débat et que nous puissions effectivement l'emporter le 9 juin. Néanmoins, j'imagine que vous rencontrez dans votre circonscription, sur le terrain, des électeurs qui vous disent qu'ils se sentent victimes de la désindustrialisation, d'une Europe assez lointaine, qu'ils sont confrontés à des problèmes d'insécurité, qu'ils sont tentés par ce vote RN, ou peut-être déjà que c'est le leur. Vous qui n'êtes pas l'élu d'une métropole, d'un centre-ville, comme c'est souvent le cas chez vos collègues, qu'est-ce que vous leur répondez ? Il faut être à l'écoute de toutes les critiques, de toutes les peurs. Il faut entendre le message de ces citoyens qui ne se retrouvent pas derrière l'Europe. Et donc à nous d'expliquer, je le disais tout à l'heure, où est-ce que l'Europe agit, en particulier sur l'industrie, sur notre territoire. Dans quelle mesure est-ce que l'Europe agit pour rénover un certain nombre de bâtiments publics? Dans quelle mesure est-ce que l'Europe travaille main dans la main avec la région pour améliorer le quotidien de nos concitoyens? Et donc c'est notre responsabilité de montrer à quel point l'Europe agit dans le quotidien
des citoyennes et des citoyens. Jean-Marc Zulési, vous êtes rentré en politique dans le sillage d'Emmanuel Macron, même si vous y étiez déjà mobilisé plutôt du côté de l'aile gauche du macronisme. Qu'est-ce qui restera de l'action politique d'Emmanuel Macron? Ce sera ma dernière question. D'abord, on n'est pas arrivé à la fin, donc c'est compliqué de vous dire qu'est-ce qui restera, mais... Vous vous posez la question quand même, j'imagine. Vous êtes non. déjà en train de vous projeter ou... Moi, ce qui compte, c'est d'arriver à répondre aux inquiétudes de nos concitoyens maintenant. Et ce que je constate, c'est que en termes d'industrie, en termes de transition écologique, en termes d'investissement, notamment dans les transports, on n'a jamais fait autant. Et donc, il faut continuer ce travail-là, il faut continuer ce travail de terrain. Et je ne tire pas le bilan avant que le quinquennat soit terminé. Alors, on est presque fini, mais Léo Purgat vous poser une question du coup. Vous vous apprêtez à aller avec lui en Guyane. Qu'est-ce que vous allez faire, Sylvain? C'est très simple. Je considère que quand on est député de la nation. La vérité, c'est que nous nous intéressons que trop peu. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble des élus au territoire d'outre-mer. Et ce que j'ai vu, parce que j'ai mené une mission transpartisane en septembre en Guyane, m'a beaucoup touché. Parce que là, on parle de mobilité, on parle de tramway, En Guyane, vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas de route pour relier Cayenne à Maripasoula. Vous êtes obligé de prendre un avion. Et des dessertes qui sont peu régulières, peu fiables. Et donc ma responsabilité, c'est aussi de porter la voix de ces citoyens qui se sentent oubliés. Et donc le travail que j'ai mené, c'est un travail, je dis, transpartisan. On a rendu un rapport et ce rapport, il me semble, a eu des effets puisque le président de la République a cette volonté de m'associer à son déplacement pour aller, encore une fois, à la rencontre des concitoyens guyanaises et guyanais. Et vous partez cet après-midi. Merci en tout cas Merci d'avoir fait une escale dans les bureaux de Maritima. Grand plaisir. Merci à Léo Purgat Merci. de la Marseillaise également. Et puis passez une excellente journée. Puis bon voyage à vous. Merci beaucoup.